Bonjour à tous et bienvenue à ce dessous des data, un dessous des data spécial consacré à une thématique phare, l'inflation. On reparle de nouveau de l'inflation. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu culotté parce qu'on a eu quelques statistiques qui étaient plutôt favorables et qui ont montré un mouvement de désinflation au mois de juin. Donc est-ce que c'est une thématique réellement importante pour cet été? Est-ce qu'il faut vraiment craindre cette inflation? Et c'est vrai que si vous regardez au mois le mois et une statistique sur le mois de juin, vous auriez tendance à vous dire que l'inflation n'est plus un problème pour les marchés. Naturellement, ça serait une vision à très court terme et ça serait une analyse pas suffisamment approfondie de ce qu'est la nature de l'inflation et ce qui est réellement le débat qu'ont aujourd'hui les banquiers centraux autour de cette thématique de l'inflation. Donc, on va voir cette thématique de l'inflation et puis en dernier point, je vous ferai un petit point sur quelques innovations qui peuvent véritablement affecter nos arbitrages de portefeuille, les choix de valeur, hein, et puis on conclura ce dessous des data sur les publications des entreprises américaines, ce qu'on attend. La saison d'earnings a débuté avec la publication du secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on attend pour de ces publications et quels sont les points importants à surveiller? Alors, on commence par cette inflation qui pourrait nous gâcher nos vacances. Alors, cette inflation, c'est vrai que c'est un débat très fort au sein des banquiers centraux américains et européens, avec une double vision de l'inflation. C'est-à-dire que certes, on a une inflation énergétique, une inflation qui est liée volatile, qui est liée au mouvement des cours du pétrole. Bon, c'est très incertain, c'est lié à la situation géopolitique et clairement, on n'a pas de visibilité sur cette inflation, mais elle ne justifie pas forcément des arbitrages majeurs de la part de la politique monétaire, tant européenne qu'américaine. On reste sur une inflation qui peut reculer aussi vite qu'elle est montée. Et au contraire, on a pu voir au cours des derniers mois qu'on était même sur des entreprises particulièrement réactives. Elles ont appris du dernier choc inflationniste énergétique, et donc elles ont mis des clauses d'indexation, ce qui fait qu'on le voit assez nettement au niveau des prix à la production. Dès que les prix énergétiques accélèrent, on a une transmission très rapide sur l'ensemble de la chaîne de production et donc on a une inflation qui se transmet très rapidement, mais c'est vrai à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est plus une source de volatilité qu'un réel risque d'inquiétude pour les banquiers centraux. Et puis, on le sait, la politique monétaire est très mal armée face à ce choc lié à une situation géopolitique compliquée et pas du tout dépendant de la demande intérieure, de la croissance économique domestique sur laquelle agit la politique monétaire. Donc cette inflation-là, bon, c'est celle que le marché a intégrée, c'est celle aujourd'hui qui focalise toute l'attention et c'est celle aussi qui dicte un peu les anticipations de politique monétaire. C'est-à-dire que le chiffre de juin est positif, donc on se dit que la Banque centrale américaine ne va pas relever ses taux sur le mois de juillet. Si on a un chiffre négatif au mois d'août, alors les anticipations vont se relever sur le mois de septembre ou inversement si les chiffres sont bons. Donc on est sur des marchés très volatiles qui prennent le dernier chiffre d'inflation, qui regardent cet effet énergétique et puis qui portent conclusion sur ce que feront les banquiers centraux. Ce qui peut surprendre quand même parce que derrière, on voit qu'on a plutôt une BCE qui n'est pas du tout sur ce discours-là, qui n'a pas hésité à remonter ses taux. On voit qu'on a quelques membres faucons au sein de la Banque centrale américaine qui mettent de côté, qui disent clairement que l'inflation aujourd'hui, c'est plus seulement des droits de douane, c'est plus seulement un effet énergétique, c'est peut-être autre chose. Et donc là, on tombe sur le vrai débat qui est aujourd'hui au cœur des discussions entre banquiers centraux, tant du côté européen que du côté américain, c'est de savoir si cette inflation, la nature de cette inflation n'est pas plus durable et on n'a pas sous-estimé cette véritable nature de l'inflation. Le débat sur la nature de l'inflation, dite inflation collante, ça serait que finalement, on serait peut-être sur un risque d'une inflation durable. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément justifiée totalement aujourd'hui en termes d'anticipation d'inflation. On voit que sur les marchés obligataires, on pense que le choc sera de très court terme et on voit que les points morts d'inflation restent très bas sur les marchés obligataires. Ça veut dire qu'on n'attend pas pendant 10 ans un vrai retour de l'inflation tant aux États-Unis qu'en Europe. Donc, on n'est pas sur des anticipations d'une inflation durable sur les marchés obligataires. Et puis, si vous regardez les données d'enquête, certes, les ménages, sur leurs anticipations d'inflation à
1 an ont tendance à réagir et à surréagir à l'évolution des prix de l'essence, hein, mais les anticipations à 3 ans, 5 ans d'inflation restent relativement bien ancrées, malgré le fait, surtout aux États-Unis, qu'on a eu une inflation qui est demeurée largement au-dessus de l'objectif de la Banque centrale depuis plusieurs mois. Pour autant, ça ne veut pas dire que les banquiers centraux ne s'inquiètent pas de ce risque inflationniste. Ils mettent en avant qu'aujourd'hui, on est peut-être sur des risques d'inflation beaucoup plus durables. Alors, il y a beaucoup de débats pour savoir ce que ça pourrait être lié à quoi, hein. Il y a naturellement le fait qu'on est quand même sur des économies qui restent résilientes avec des phases d'investissement très importantes qui pourraient nourrir l'inflation. On s'inquiète, et il y a tout un débat aux États-Unis, surtout aux États-Unis, sur les conséquences des investissements dans l'IA. Je vous avais déjà fait un petit point là-dessus. C'est pas évident que ça joue sur l'indice des prix à la consommation. Ça peut impacter de manière plus sensible, hein, l'indice de référence de la Banque centrale américaine, qui est le déflateur de la consommation, hein. Mais en tout cas, on s'inquiète de l'impact de l'IA qui pourrait créer quelques tensions inflationnistes. Donc ça, c'est un débat, hein. Mais surtout, on s'inquiète de certains prix qui pourraient rester toujours dynamiques dans les services, avec le vieillissement de la population, avec des coûts salariaux qui pourraient augmenter dans certains domaines, avec des gains de productivité qui ne sont pas égaux entre l'Europe et les États-Unis. Ça pourrait aussi générer des écarts d'inflation, hein, puisque très clairement, les États-Unis semblent profiter plus de gains de productivité grâce à l'IA que l'Europe, mais ça demande à être vérifié et à se voir dans les prochains mois. Mais à plus court terme, la vraie inquiétude des banquiers centraux, c'est le fait que l'inflation qui persiste, qui est une source de volatilité, pourrait aussi changer le comportement des entreprises. Et l'un des éléments, je vous disais, c'est le fait que les entreprises, finalement, se sont très, très rapidement adaptées à ces chocs positifs ou négatifs des prix énergétiques. Et derrière, maintenant, ont conscience qu'ils peuvent ajuster leurs tarifs, peuvent ajuster leurs prix. Et derrière, la question, c'est est-ce que véritablement la demande va être résiliente ou pas? Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, du côté des États-Unis, on a eu plutôt des ménages américains qui n'ont pas hésité à réduire leur taux d'épargne pour maintenir leur consommation et donc accepter ces hausses de tarifs, alors que du côté de l'Europe, c'était moins évident, hein. On était plus sur des ménages européens qui ont plus souffert de cette inflation et qui sont montrés beaucoup plus prudents dans leurs achats. Mais ça montre en tout cas qu'on rentre dans une période d'incertitude, de volatilité de l'inflation, volatilité liée à l'énergie, volatilité liée aux conditions climatiques, volatilité liée au rendement alimentaire, hein. On sent qu'on pourrait avoir une deuxième phase sur la fin d'année liée au prix alimentaire qui pourrait déraper, et puis volatilité liée au coût de production des entreprises, et des entreprises qui aujourd'hui n'hésitent pas à répercuter ça sur leur prix de vente. Donc beaucoup d'incertitudes, et ça se voit pas au niveau des marchés qui sont toujours sur l'idée que tout tient autour de l'ouverture ou non du détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz est réouvert, ça veut dire que les prix du pétrole baissent, donc le risque inflation recule, et donc les banquiers centraux vont baisser les taux. Pour faire simple, on est dans ce mouvement. Inversement aussi, hein, on peut faire le schéma inverse, hein. On voit que dès que les prix du pétrole remontent, ça fait immédiatement remonter les taux d'intérêt à long terme, ça fait relancer les anticipations de hausse des taux de la part de la Banque centrale, et donc on a des arbitrages sur les marchés qui correspondent à ça. Et je dirais même que de plus en plus, hein, certaines thématiques, comme la thématique de l'IA, deviennent sensibles à ce facteur-là. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que des valeurs, par exemple dans les semi-conducteurs, sont maintenant beaucoup plus sensibles au cours du pétrole qu'il y a encore quelques mois. Il y a quelques mois, c'était pas la problématique, hein. On jouait ces valeurs un peu comme valeurs refuge. Je vous en ai parlé, c'était un effet peut-être un peu TINA, hein. Il n'y a pas d'autre alternative. Ces valeurs technologiques, finalement, elles nous offraient une bonne visibilité sur leur chiffre d'affaires face à un risque géopolitique. On achetait ces valeurs semi-conducteurs, ces valeurs qui profitaient infrastructures technologiques. Et maintenant, on s'aperçoit que de plus en plus, ces valeurs sont sensibles à la thématique autour de l'inflation, d'un éventuel durcissement des politiques monétaires. Donc, c'est peut-être un petit élément et un changement de comportement des marchés qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être un petit glissement sur une thématique qui était une thématique phare, hein, sur les marchés, qui était la thématique Halo, hein. C'était une thématique dans laquelle on jouait les valeurs qui
utiliser plus du capital finalement, du capital physique que du capital humain. Et donc, on était sortis, hein, notamment de toutes ces valeurs logicielles. Vous savez, ces valeurs qui avaient des coûts de production marginal nuls. Donc, on avait un coût fixe, hein, pour créer un réseau social, pour créer un logiciel. Et puis après, on diffusait ce logiciel et donc un client supplémentaire, c'était une source de profit marginal supplémentaire. Et donc, on était plutôt sur ces valeurs à capital léger, puisque c'était avant tout des valeurs qui avaient besoin, qui vendaient de la matière grise, donc qui avaient besoin du capital humain. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir des valeurs qui lèvent énormément d'argent, qui aient beaucoup besoin de capital. Et c'était des valeurs qui avaient des capacités de générer de la profitabilité avec un coût marginal nul. Là, on est sorti de cette thématique depuis plusieurs mois, depuis plusieurs trimestres, et on a été vers des valeurs qui sont intensives en capital. Des valeurs dans lesquelles le capital est une barrière déjà, puisque si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas entrer sur ces marchés-là. Ce sont des marchés qui demandent des lourds investissements. Alors on peut penser par exemple que tout ce qui est production d'électricité, hein, si vous n'avez pas les centrales électriques et pour concurrencer quelqu'un sur ce marché-là, il faut investir énormément d'argent pour constituer ce capital qui vous permettra derrière de créer de la richesse. Et donc c'est plus le capital humain qui est mis en avant. Là, c'est plus finalement l'homme, mais c'est le capital physique qui est important. Et ça, naturellement, ça colle parfaitement à la révolution de l'intelligence artificielle, dans lequel la possession de capacités de calcul est peut-être plus important que le capital humain. Et donc, il faut investir lourdement. Faut investir lourdement dans des data centers. Faut investir lourdement dans des capacités de production de puces, de mémoire. Et finalement, ça vaut peut-être plus que les autres valeurs, que les valeurs, par exemple, de logiciels qui peuvent être complètement remises en cause par l'intelligence artificielle. Et donc, on était sur l'idée que finalement, tant qu'on était dans la phase d'industrialisation de l'IA, donc investissement massif autour du secteur de ce secteur d'infrastructures technologiques. Tant qu'on était demain aussi dans l'utilisation de l'IA qui demandait plus de capacité de calcul et plus finalement d'utilisation et donc avec un coût marginal qui est plus nul, hein, puisque la requête supplémentaire a un coût, hein, c'est un jeton, c'est un token, hein. Donc on sait maintenant que le profit marginal ne dépend pas du coût marginal, hein, qu'il n'est plus nul maintenant. Et donc, on est maintenant sur des vrais coûts, des coûts. Et finalement, les sociétés qui ont du capital, qui ont aujourd'hui des bases installées, des infrastructures installées, ce sont elles qu'il faut acheter parce que c'est elles qui ont des barrières à l'entrée et c'est elles, demain, qui vont peut-être capter l'essentiel de la valeur ajoutée. Alors ça, c'était vrai, mais c'est vrai surtout dans un monde où le coût du capital n'est pas trop élevé. C'est-à-dire que si on rentre dans une période inflationniste avec des banquiers centraux qui relèvent les taux d'intérêt, là, on pourrait être dans une situation compliquée pour cette thématique, ces valeurs. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'on a eu ces GAFAM qui ont investi massivement dans les infrastructures, essentiellement grâce à leur free cash flow, mais on voit que maintenant, ça ne suffit plus. Avec l'inflation qu'on a eue des coûts des data centers, il faut emprunter de l'argent ou émettre des actions, donc faire appel au marché, avoir toujours plus de capital, et on s'aperçoit que maintenant, le coût du capital devient déterminant dans cette thématique à l'eau. Et si cette thématique à l'eau, elle peut être abîmée, ça ne sera pas forcément sur un résultat d'entreprise, ça ne sera pas forcément sur quelque chose de négatif autour des hyperscalers, ça sera plutôt peut-être sur un effet taux d'intérêt, puisque une hausse des taux d'intérêt affecte directement la rentabilité économique de ce capital. Et donc, plus vous avez mis votre portefeuille sur des valeurs intensives en capital, plus vous êtes sensible au taux d'intérêt et plus vous êtes sensible à l'inflation. Et donc, c'est un peu un paradoxe parce qu'on dit toujours que la bourse n'est pas sensible à l'inflation. Et c'est vrai, hein, les entreprises versent un dividende qui dépend de leur vente, de leur chiffre d'affaires et donc de leur hausse de prix. Donc, généralement, c'est vrai que le dividende est indexé sur l'inflation. Le chiffre d'affaires croît plus vite quand il y a de l'inflation. Donc, la bourse n'est pas censée être sensible à l'inflation, sauf les entreprises intensives en capital, puisque si on augmente le coût du capital,
capital, on abaisse la rentabilité économique de ce capital. Et donc, en ayant fait le choix de concentrer tous ces investissements sur cette thématique-là, les investisseurs se montrent beaucoup plus sensibles et beaucoup plus dépendants des choix de politique monétaire et d'une éventuelle choc inflationniste. Alors face à ça, est-ce qu'il faut encore jouer cette thématique à l'eau? Moi, je pense qu'effectivement, il va peut-être falloir commencer à diversifier et quand même rester prudente sur cette thématique durant cet été. Alors d'une part, parce qu'une grande partie des entreprises intensives en capital dépendent des choix des hyperscalers, des choix d'investissement. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir le fait que les hyperscalers vont pas couper leurs investissements, mais ne nous annoncent pas une augmentation de leurs investissements. C'est ça le vrai problème. Parce que comme aujourd'hui, on a une inflation du coût des composants, eh ben, la question, c'est est-ce que les hyperscalers vont suivre? Est-ce qu'ils vont continuer et ils vont alimenter cette inflation? Ou alors, ils vont décider de dire que finalement, ce n'est pas nécessaire. Tant pis, on aura moins de capacité de calcul. Tant pis, on va peut-être étaler ces investissements dans le temps. Mais de toute façon, on ne va pas nourrir cette inflation. Et on voit que là, vu les niveaux de valorisation, toutes les valeurs qui ont beaucoup monté sur cette thématique-là seront fragilisées. Mais je dirais que ça, c'est une correction, mais ce n'est pas forcément la principale correction. Ce qui pourrait véritablement affecter cette thématique-là, ça serait un vrai choc inflationniste. Le fait que cette inflation au niveau qui est très concentrée sur l'énergie, mais que ça ne soit pas qu'une inflation liée à l'énergie et que ça pousse les banques centrales à continuer de durcir leur politique monétaire. Une politique monétaire jugée neutre, très légèrement restrictive aux États-Unis, mais si elle devenait restrictive, là, ça change complètement la donne pour les marchés et pour les allocations d'actifs. Donc, attention à cette thématique. On est quand même sur une thématique qui pourrait pas mal bouger cet été en fonction des discours des banquiers centraux et surtout en fonction des données d'inflation. Donc, à surveiller de très près cette thématique. L'inflation peut avoir un vrai impact. Deuxième élément qui pourrait jouer, c'est les innovations technologiques. Alors, vous avez l'habitude, vous savez que les innovations technologiques, c'est des éléments clés. La meilleure preuve, c'est le lancement de ChatGPT, à quel point ça a pu avoir un impact sur nos portefeuilles et sur l'évolution des secteurs. Mais je vous ai cité que là, je dirais 5 innovations technologiques, juste pour vous montrer ces 5 innovations. Ce sont 5 innovations qui ont été annoncées au cours de ce mois de juillet, pour vous montrer à quel point, à quelle rapidité ça évolue et à quel point on pourrait avoir des chocs sur les marchés et sur les valorisations de marché, d'autant plus que les valorisations sont tendues aujourd'hui, qu'on laisse la place à aucune déception et ça se paye cash. On a vu l'action IBM qui a pu perdre 25% sur une séance suite à une légère révision à la baisse de ses projections de résultats. Et donc, on peut être sur des choses assez violentes. Et justement, on parle d'IBM, IBM qui est l'une de ces innovations auxquelles je vous parle. IBM qui va se lancer dans l'industrialisation et la production de puces quantiques. Et ça, c'est peut-être une technologie qu'on sous-estime avec tous ces impacts que ça peut avoir en termes de surinvestissement dans certains secteurs, puisqu'on sait que le quantique va révolutionner les capacités de calcul. On sait que le quantique va donner une obsolescence très rapide à certains data centers, que ça remet en cause naturellement certains modèles. Et donc, c'est à suivre parce que ce qui est assez étonnant dans la communication d'IBM, c'est à quelle rapidité ils veulent véritablement développer leur production et la production de masse de puces liées au quantique, de puces quantiques à l'avenir. Alors, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de communication, mais on parle quand même de 2029, 2028. Quand vous avez des hyperscalers qui investissent aujourd'hui avec l'idée qu'on va amortir les puces sur 10 ans, et que de l'autre, vous avez IBM qui nous promet une production de masse de puces d'ici 2029, bon, on se dit qu'il va y avoir un arbitrage. Alors certes, aujourd'hui, c'est plutôt défavorable à IBM parce que IBM, pour l'instant, le chiffre d'affaires quantique, c'est quasiment nul dans la valorisation d'IBM. Mais rappelez-vous, Nvidia, il y a quelques années, le poids de l'intelligence de ces puces pour intelligence artificielle dans sa valorisation, c'était la même chose.
Donc ça peut évoluer. Donc en tout cas, voilà, si vraiment on est sur des productions de masse à partir de 2029, ce qu'on est sur ces nouvelles puces, ça va complètement remettre en cause une grosse partie des technologies, des data centers, et surtout, ça sera un élément de write-off sur pas mal d'investissements qui sont faits aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Donc un petit élément quand même à surveiller, et peut-être une innovation technologique qui pourrait peut-être inciter certains hyperscalers, à mon avis, à être un petit peu plus prudents dans la rapidité de déploiement. On était dans une sorte de course, hein, un effet FOMO, hein, pour ces data centers, mais ces innovations technologiques peuvent véritablement affecter et induire des dépréciations d'actifs particulièrement importants. L'autre élément que je voulais vous signaler, c'est les innovations autour de DeepSeek. Alors, je ne vais pas tout détailler, hein, mais DeepSeek a fait une vraie percée sur un système d'utilisation de l'IA qui lui permet de réduire énormément ses coûts d'utilisation. Alors, les Chinois, ils ont une contrainte, hein, c'est qu'ils n'ont pas autant de puces de calcul que les Américains. Ils sont dépendants de Nvidia. On sait qu'il y a des tensions très vives entre la Chine et les États-Unis autour de ces puces de calcul. Et on voit très clairement que on est sur un choix très fort de la part de DeepSeek, hein, d'utiliser un modèle ouvert. C'est-à-dire que tout ce qui est annoncé par DeepSeek est quand même en libre accès, ouvert, et on peut le répliquer, hein. Donc, on est sur quand même un logiciel libre. Donc, ça, c'est quand même un élément important. Et puis, DeepSeek est en train de casser les barrières en montrant qu'on peut faire plus avec moins, en montrant qu'avec moins de coûts, moins de capacité de calcul, on peut avoir des modèles qui sont économes. Alors certes, on va être d'accord, DeepSeek est très très loin de la performance des meilleurs modèles de OpenAI ou d'Anthropic, hein, de son modèle Claude. Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va compter pour les entreprises? Pour faire le résumé d'un mail, pour finalement l'utilisation peut-être à 90% des besoins des utilisateurs, est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'un modèle qui coûte cher? Est-ce que l'idée d'un modèle qui coûte pas cher pourrait pas faire sa percée? Et ça montre aussi que pour Anthropix, pour OpenAI, on a un concurrent chinois low cost qui est de plus en plus sérieux, qui casse les barrières et qui est surtout très ouvert. Et surtout, je renvoie encore cette idée, hein, que ces modèles-là d'intelligence artificielle ne sont pas des modèles sur lesquels les investisseurs doivent investir. On verra, les introductions en bourse, elles se passeront peut-être très bien, je ne dis pas le contraire, hein, sur Anthropic, sur OpenAI, sur même Dixie qui pourrait s'introduire en bourse à Hong Kong. Je ne dis pas qu'on n'aura pas une forte demande, mais de plus en plus, on voit des entreprises qui veulent pouvoir interchanger les modèles, hein. Les modèles de LLM, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Très clairement, on est certes sur certaines innovations qui créent ponctuellement une barrière à l'entrée, mais on voit que très rapidement, ces innovations sont rattrapées. Et puis après, on va avoir forcément un plafonnement, hein, dans ces modèles-là. Au bout d'un moment, on va arriver à la limite, hein. Déjà, on est à la limite dans l'aspect training, hein, puisque aujourd'hui, ils ont quasiment absorbé toutes les datas disponibles, hein, sur Internet. Et même, on est en train de se dire maintenant, comme c'est de plus en plus des datas générées par IA, on risque d'avoir une pollution de ces modèles. Donc, peut-être qu'on va avoir même une limite à augmenter les datas qui nourrissent ces modèles. On voit que ceux qui sont très importants aujourd'hui dans les logiciels et qui utilisent l'IA, c'est pas ceux qui font l'IA, ce sont ceux qui ont la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux avoir un Thomson Reuters qui a les bases de données, il vaut peut-être mieux avoir peut-être des acteurs qui ont leur plateforme IA, mais qui ont les datas et qui ont la confiance et qui ont sécurisé les datas, comme un Dassault Systèmes, comme d'autres acteurs dans la sécurité, qui ont aujourd'hui les modèles, qui ont les datas de leurs clients et qui donc ont sécurisé ça et qui utilisent le meilleur modèle d'intelligence artificielle qui mettent en concurrence derrière. Donc, encore une fois, ces évolutions technologiques nous montrent que la concurrence entre les différents modèles seront importants et qu'il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée. Troisième innovation, c'est Chevron, hein, qui a annoncé le déploiement d'une innovation technologique. Alors, ça peut paraître étonnant, hein, mais vous savez que dans le pétrole de schiste, le pétrole extrait, hein, c'est à peine 10% de ce qui est contenu dans ce pétrole de schiste. Et cette innovation permet de passer à 20%, ce qui va induire forcément une révision à la hausse des stocks
exploitable de pétrole de schiste aux États-Unis, hein, mécaniquement, puisque on prend la capacité d'extraction dans ces calculs de stock exploitable. Et donc, on va être sur une forte révision grâce à cette innovation technologique et ça va renforcer le poids de la production américaine. Et donc, c'est un vrai élément baissier sur les cours du pétrole. Alors, certes, en ce moment, on est sur un déséquilibre offre-demande, hein, et très clairement, il y a un problème au niveau du Moyen-Orient, ça, on est d'accord. Mais très clairement, on est sur une poussée de l'offre hors Moyen-Orient, des investissements massifs qui sont en train de se faire en dehors du Moyen-Orient parce qu'on veut plus dépendre seulement du Moyen-Orient. On a plein d'acheteurs et on a vu que le détroit d'Ormuz, hein, quand il a été réouvert, on n'a pas eu non plus des acheteurs qui se sont rués sur l'offre du Moyen-Orient. On sent qu'il y a une volonté de diversification de plus en plus grande. Et donc, cette annonce, elle change quand même pas mal de choses dans l'équilibre au niveau des coûts du pétrole. Et donc, oui, on est sur un pétrole cher aujourd'hui, mais attention, hein, dès que la situation géopolitique sera calmée, alors on a peut-être le temps encore, hein, mais dès que cette incertitude reculera, on a une vraie pression baissière. Quatrième innovation que je voulais vous parler, c'est les robots taxis de Tesla. Alors, juste beaucoup de promesses, hein, de monsieur Elon Musk, beaucoup de promesses non tenues, naturellement, et surtout dans le timing, hein. Mais il y a un élément quand même qu'il faut suivre. C'est deux choses. D'une part, Elon Musk a choisi de faire des robots taxis qui n'utilisent pas les lidars, qui sont purement sur la vidéo. Alors, c'est un risque industriel, hein, puisque tout le monde utilise la technologie LiDAR, mais maintenant, il faut voir si c'est une réussite. Parce que si véritablement ces robotaxis sont aussi efficaces sans cette composante, cette pièce essentielle qui est aujourd'hui une pièce à forte valeur ajoutée des équipementiers automobiles et qui est déployée et qui augmente énormément le coût du véhicule autonome, si le pari de Tesla est remporté là-dessus, naturellement, c'est un game changer pour pas mal d'équipementiers automobiles et c'est un game changer très important pour le coût et le prix de revient des véhicules autonomes. Donc ça, c'est un élément clé. Il faut regarder, il faudra suivre de très près l'évolution et la pertinence. Et puis derrière, c'est le modèle que veut développer Tesla, c'est-à-dire que votre voiture, elle peut servir de robot taxi lorsque vous n'en êtes pas là. Et donc, voir si ce business véritablement décolle et si on est sur un modèle tenable ou pas. Ça sera un aimant, mais ça sera une vraie rupture qui pourrait changer naturellement beaucoup de choses, pas que les VTC, et qui changera l'équilibre de pas mal du marché automobile mondial. Dernière chose, un petit mot sur une découverte, enfin une découverte. C'est pas une vraie découverte, mais ça y est, on a fait un agent autonome, hein, un premier agent autonome qui est là, qui est automatique, qui permet de naturellement attaquer, faire des attaques, un agent autonome qui va être multiplateforme, qui automatise les attaques au niveau des serveurs, des sécurités informatiques. Et surtout, ce qui est intéressant dans cet agent, c'est pas le fait qu'il fasse des attaques, hein. Ça, tout le monde sait faire, on sait le programmer, mais c'est que cet agent autonome a une capacité d'adaptation et en 26 secondes, il est capable de modifier complètement son panel d'attaque en fonction des résultats et des échecs qu'il a eu sur les précédentes attaques. Donc, il a une sorte de bibliothèque globale de failles de sécurité qu'il a pu tester ou de différentes portes dérobées ou de différents éléments qui montrent qu'il y a peut-être des faiblesses en termes de sécurité. Et en 26 secondes, c'est ce qu'a montré ces tests, en 26 secondes, il est capable d'utiliser plus de 300 à 600 stratégies différentes pour attaquer les sites. Et donc, ça veut dire que maintenant, dans la cybersécurité, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Il faut maintenant avoir des modèles aussi, des agents, hein, qui vont pouvoir contrer ces attaques. On est dans une véritable rupture et donc dans des investissements qui vont être massifs pour les entreprises à très court terme. C'est-à-dire que là, on n'a pas le choix. Il va falloir, face à ces nouveaux agents, il va falloir réagir très, très rapidement et l'humain, derrière, ne pourra pas combler les failles suffisamment rapidement. Donc aujourd'hui, on est bien sur un changement majeur. On est sur des attaques par agent et des défenses mécaniquement par agent. Il faudra être au même niveau dans la cybersécurité que les attaquants. Et donc, on est sur un changement. Et ça y est, ce premier agent véritablement qui permet des attaques montre qu'on est bien dans une rupture importante. C'est un risque.
c'est un risque, c'est une opportunité pour certaines valeurs, mais c'est un risque et vous voyez que les choix de portefeuille vont en être forcément affectés. Alors face à ça, saison d'earnings, une saison d'earnings qui débute sur ce mois de juillet. On a eu des premières publications de bancaires plutôt positives. Juste un petit mot quand même, on est quand même des attentes du côté des États-Unis qui sont quand même assez hallucinantes, puisqu'on est sur un consensus de plus 24% de croissance des bénéfices par action des entreprises américaines. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si on est comme en moyenne sur des entreprises qui battent le consensus, on devrait avoir 30%, 29%, 30% de croissance des EPS, de croissance des bénéfices par action sur un an au deuxième trimestre, ce qui est monstrueux, ce qui est naturellement très concentré sur quelques secteurs, sur quelques valeurs, mais ça vous montre à quel point, d'une part, on est sur des attentes qui sont élevées, on n'est pas du tout sur un consensus par aujourd'hui qui est modéré, on est quand même sur des attentes qui sont particulièrement élevées et ce qui veut dire aussi qu'on aura des réactions particulièrement vives et violentes à la moindre déception. On est sur des attentes aujourd'hui avec des niveaux de valorisation élevés qui ne laissent pas la place à la moindre erreur. Donc attention, oui, c'est positif. Oui, les entreprises américaines sont impressionnantes, mais on est quand même sur une croissance très déséquilibrée aux États-Unis, une croissance en K. Alors certes, les valeurs en haut du K tirent vers le haut la profitabilité et on a plutôt des bonnes réponses, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est en grande partie déjà intégré, que les consensus ont beaucoup évolué, qu'on attend toujours plus, que le 24%, c'est pas suffisant, qu'on attendra plutôt dans les 30, et si on est en dessous des 30, on voit qu'il y aura quand même des rotations. Donc quand même, beaucoup d'éléments pour cet été, entre le risque inflation, des banquiers centraux qui changent de modèle, notamment aux États-Unis, on sent que la fonction de réaction de la Banque centrale américaine est en train d'évoluer. Donc, un risque macro, une économie très déséquilibrée aux États-Unis, une croissance en K. En Europe, une situation compliquée et toujours compliquée du fait de cette guerre au Moyen-Orient et donc une incertitude qui pèse lourdement sur l'Europe. Du côté maintenant des innovations, on a des innovations de rupture qui peuvent affecter énormément les valorisations. Et puis, pour finir, ces attentes de marché qui sont particulièrement élevées. Donc, un été qui s'annonce peut-être agité et en tout cas qui montre qu'il faut être quand même plus prudent, profiter de la faiblesse de la volatilité peut-être pour passer un été tranquille et protéger ses portefeuilles. C'est peut-être le message qu'il faut retenir de ce dessous des datas. En tout cas, merci d'avoir suivi ce dessous des datas et je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau numéro autour de ces datas économiques qu'on va avoir dans les prochains jours et de ce qu'on pourra et des enseignements que l'on pourra avoir des différentes publications des entreprises américaines. Bonne journée à tous.